Bonjour à tous. Il me faut une petite zapette, je crois. Voilà, si vous l'avez. Super. Ça doit être à droite, à gauche. Super. On m'a dit tu fais court, pas beaucoup de slides. Bon, bien sûr, moi je ne vais pas trop respecter, j'en ai fait beaucoup, mais ça va passer assez vite. Donc moi je suis architecte paysagiste, c'est une agence qui s'appelle Base. On fait de l'espace public et pas mal de sujets. Je voulais vous présenter enfin, un peu des imbrications de réflexions qui sont parfois encore superficielles, mais en tout cas des démarches où on essaie de combiner les systèmes bien sûr vivants, les questions de lieu de vie, de milieu de vie. C'est vraiment ça le thème, milieu de vie pour humains, milieu de vie pour non-humains, et comment, et à quel niveau il faudrait se positionner, et peut-être comment on commence à amorcer des réflexions là-dessus avec des projets qui ne sont pas du tout terminés. Donc ça c'est des coupes qu'on fait très souvent, que tout le monde connaît. C'est des coupes irréalisables, c'est-à-dire où tout le monde, c'est un monde parfait, un peu imbriqué, où il y a des cycles et puis on vit en harmonie tous ensemble. Et c'est très difficile, mais on peut essayer de se rapprocher de ça. En tout cas, c'est cette coévolution qu'on cherche à faire dans les projets pour réactiver et réaligner un petit peu les choses. Et en tout cas, il faut essayer d'y arriver. Et ça se joue à beaucoup de niveaux. Et je vais essayer de vous présenter quelques expériences de l'agence sur plusieurs niveaux, des niveaux macro et des niveaux beaucoup plus petits. Faire grand et en interaction, faire grand, faut être ambitieux, quoi. Je pense qu'il faut taper fort dans la trajectoire climatique qu'on connaît aujourd'hui et dans les complexités du cadre administratif et pas que. Il faut y aller et il faut donner aussi envie, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup à l'agence sur la narration. La narration, c'est pas un enfumage. La narration, c'est emmener des gens dans un projet tous ensemble, avec un point commun et une narration et un récit commun. Et ça emmène tout le monde. Et si on emmène tout le monde, on ne sait pas comment on va le faire, mais on va le faire. Mais on ne sait pas comment le faire. Et ça, ce n'est pas un problème. On va essayer de chercher tous ensemble, et si ça peut s'aligner, tant mieux. Alors, premier travail sur je me mets comme ça, je n'ai pas de retour écran. Sur le SCOT du territoire lyonnais, c'est une commande qu'on a eue par le CEPAL il y a 3 ans maintenant, qui était cette grande question, comment, dans les documents cadres de SCOT, prendre en compte, bien sûr le paysage, mais ça a déjà été fait, mais les questions fertiles et le diagnostic des valeurs fertiles au niveau du SCOT. Bon, vaste projet, grosse inquiétude sur une telle surface et comment trouver des documents cadres. C'est moi là qui avance peut-être. Voilà. Le SCOT, c'est ça, vous connaissez, c'est-à-dire c'est un document où on comprend rien. Enfin, on comprend, mais il y a des flèches, il y a des trucs, il y a plein d'actions, ça a l'air très motivant, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Et puis chaque fois, c'est revisité, mais ça, c'est de la négociation. Enfin, c'est super, mais la question qui nous intéresse, c'est la question du fertile et du végétal et des milieux qui vivent là-dedans aussi, les humains et les non-humains. Et donc, c'était cette vision du nouveau SCOT autour de la régulation du climat, des boisements, fixe des limites épaisses, enfin, peut-être à des endroits, vise à renouveler, à retrouver les sols. Et ça, c'est le grand moteur de ce SCOT, le sol qui est la base de tout quand même. On en parlera, je crois, tout à l'heure, je vois qu'Anne était là, qui est la base d'une grande structure de paysage et un grand milieu de vie. Donc, c'est par là qu'il faut commencer par le début. Et sur cette notion des espaces nature du quotidien, qu'est-ce qu'on trouve en bas de chez soi et comment on peut aller à un autre endroit de nature où on ne va pas tout trouver partout en bas de chez soi, mais comment le système mental permet de se dire je peux aller à cet endroit, je ne suis pas séparé du système nature, même si au pied de chez moi, c'est pas si épais que ça. Et ça, c'est le réseau, et ça, c'est assez dur à faire, en tout cas. Alors, comment on prend ça en compte, notamment sur la question des sols. La question des sols est très liée à la question climatique, parce qu'on sait on cherche tous à refroidir un petit peu la ville quand même, normalement, et on sait qu'il faut des surfaces énormes, il faut des systèmes de résilience, et j'avais mis cette carte que je vais retrouver, parce que souvent on dit la ville, elle est un peu plus chaude, de 3-4 degrés par rapport au centre-ville, mais ça c'est un système un peu théorique, moyen, mais au ressenti, c'est pas ça au ressenti en fait. Au ressenti, c'est sur une aire de jeu ou sur un abribus au mois de juillet à midi où il fait 55 degrés, et que au pied du boisement, dans les coteaux de la Saône, dans la Balme, il fait 10 degrés, même à midi au mois de juillet.
Et il y a un écart énorme en fait entre les deux. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire que les systèmes de résilience sont très forts, en tout cas en ressenti, et en tout cas, on pense qu'il y a un sujet autour de ça. Ça, c'est les cartes des évolutions des grands plans guides qui ont conduit au développement de l'agglomération lyonnaise depuis les années 60, dont certains sont assez beaux. Sauf que quand on regarde un petit peu à l'intérieur de ça, c'est un peu maquillé sur des... Il n'y a aucun jugement là-dedans, mais et qu'on compare par exemple à Berlin, on se dit, tiens, la ville n'est peut-être pas si, on va dire, enclin à résister à cette question climatique, et qu'en fait, on sait que l'agriculture c'est super, mais l'agriculture, quand il y a beaucoup de labour, par exemple, c'est un endroit qui est considéré comme assez chaud, et ça ne fait pas son rôle de refroidissement. Et quand on regarde ce qui est considéré comme espace nature, dans cette ceinture verte lyonnaise, en fait, il y a beaucoup d'agriculture. Donc, on sent qu'on est moins résistant, par exemple, que Berlin, qui a beaucoup moins d'espace nature. Ce n'est pas un jugement, c'est juste comment on fait avec ça et comment on fait évoluer un peu le paradigme. Parce que sinon, on peut être rassuré par le SCOT qu'on a vu avant, avec ce grand aplat vert du Vévert, mais c'est un endroit privé, c'est des champs en extensif, c'est pas vraiment un lieu pour les gens, et c'est pas la grande couronne protectrice et la grande membrane protectrice. Alors il y a des exemples comme ça qui sont super, qui sont les exemples anglais des grandes ceintures vertes qui posent d'autres problèmes parce qu'eux, ils ne peuvent plus trop construire là-dedans, qui ont été faits après-guerre. Mais ça, c'est l'échelle de réflexion qu'il faut se donner, et c'est effectivement dans ces documents cadres qu'il faut intervenir. Alors on a fait l'enquête, on était avec le CRBA, le Centre de botanique appliquée, on était avec d'autres personnes dans l'équipe, et puis on a mené l'enquête sur le diagnostic de la fertilité, de quoi on part dans le territoire lyonnais, et en fait, ces documents n'existent pas. En fait, il faut les reconstruire à partir de l'enquête sur tous ces éléments et essayer de trouver quelle est la voie et la trajectoire pour faire une prise de décision, une chaîne de décision pour dire telle parcelle doit partir vers ça, telle parcelle doit partir vers autre chose. Et donc, on a créé des cartes comme ça qui sont des cartes des sols, on va dire, mélangées entre géologie et pédologie, mais qui montrent les caractéristiques diversifiées au sein du territoire large, notamment du SCOT. Et ça veut dire qu'on peut avoir des réponses diversifiées suivant les territoires du SCOT et les territoires du bassin. Et ça, c'est intéressant parce que quand on regarde aussi l'histoire des plantes, et là, le CRBA nous a beaucoup aidé, on voit qu'il y a beaucoup de diversité de fertilité, il y a une grande histoire de la fertilité à Lyon, et on met tout ça dans la besace, et on essaie de regarder dans une trajectoire du ZAN où on sait qu'on va devoir choisir sur les 2000 hectares qui sont réservés en zone AU, on doit devoir choisir 1000 hectares, je simplifie, qui vont partir soit en zone, on va dire, plus naturelle, fertile, ou en zone plutôt construite ou autre. Comment on fait le choix de ces parties-là? Et on peut le faire aux prises de la fertilité, c'est ça qui est assez nouveau. Et donc, on a fait toute une série de cartes, on a mélangé les couches les unes dans les autres, et puis toutes ces zones AU que vous voyez, là, on leur a donné des conditions en disant ça ne vaut pas le coup de s'entêter à cet endroit-là, ou ça vaut le coup de construire, pour telle raison, urbaine, de fertilité, de sol, c'est trop drainant, c'est pas arrosé, ou voilà, les conditions sont comme ça. Et ça a permis de commencer à flécher des bassins différemment, plutôt que voir tout ça avec la même valeur. Et on est arrivé à des cartes horribles comme ça, qui sont des cartes un peu Frankenstein, où en mettant tous les éléments l'un sur l'autre, bien sûr on ne comprend plus, mais on arrive quand même à trouver des zones de vigilance qui sont intéressantes, des noyaux, des nœuds, des points saillants qui augmentent. Et puis, dans cette idée que peut-être de orienter les zones AU vers la bonne orientation, ça peut être déjà une bonne réponse, mais il faut voir sans doute plus loin, plus grand, et se dire comment on fait pour faire une vraie membrane forestière, notamment sur la plaine de l'Est à Lyon, qui ferait 15 000 hectares, qui intégrerait l'agriculture. Comment on fait ça? C'est hyper dur à faire. On n'est pas les dictateurs, on ne va pas imposer de faire le bois de Boulogne ou en plus grand. Donc, on a essayé de regarder quelles étaient les potentielles mutabilités long terme sur le territoire. En regardant les choses un peu différemment, en se disant, on a... Je monte un peu le micro. On a des centres urbains. Bon, on fait le travail des imperméabilisations, on connaît tous ça, et c'est déjà pas évident à faire, et ça, c'est ce qu'on trouve en bas de chez soi. On a les tissus pavillonnaires, qui sont un super relais potentiel d'avenir dans l'évolution. Parce que là, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a déjà des jardins, il y a déjà des choses. Et puis,
quand on regarde l'Est lyonnais, par exemple, c'est une super surface. Donc cet endroit pourrait muter. On a les zones économiques. Les zones économiques, c'est des cycles de 20 ans, 30 ans, c'est rien, qui n'ont pas trop abîmé le sol, juste la surface, pas en dessous, parce que c'est très surfacique. Ça, comment on les fait muter? Et comment elles rentrent dans la besace de ce grand système? Et puis les espaces agricoles, comment l'avenir qui sera à l'agroécologie, qui sera au système planté dans l'espace agricole, il n'y a pas de choix autre, va pouvoir participer à tout ça. Et ça nous a permis, dans ce narratif, de présenter ces éléments un peu caricaturaux, mais quand même qui semblent nécessaires, de l'installation sur des zones de cette infrastructure, qui serait l'infrastructure nécessaire pour vivre assez décemment dans la plaine de l'Est, notamment en 2100 à Lyon. Voilà, alors on a essayé déjà de faire ça à d'autres endroits, notamment dans le projet de la vallée de la chimie. On avait le plan guide avec OMA, et après on est passé mandataire depuis une dizaine d'années. Et on a essayé, dans ce territoire où on n'attend pas un paysagiste spécialement, ce sont des biens ce qu'on allait faire, de trouver comment on pouvait déjà commencer à venir gratter à l'intérieur et trouver des attitudes agiles pour venir reconquérir les choses, parce qu'en fait on peut y arriver. Donc, dans ce territoire, on est parti sur ces questions, justement, et c'est la même démarche de paysage productif, c'est-à-dire comment on vient inoculer ces éléments d'un paysage agile qui commence à changer la donne un petit peu, à réorienter les choses dans ce site, en s'appuyant sur ce qui existe dans la vallée, c'est-à-dire les différences de niveau dans lesquelles il y a encore des arbres, sur les lignes directrices qui vont être conduites et qui vont permettre de venir reconquérir un peu le sud. Et là, on est apparu, alors je résume énormément, mais des parcelles à enjeu. La Lonne de Pierre-Bénite, sur laquelle on a fait de l'expérimentation, d'autres endroits qui sont entre des échangeurs, les délaissés du plan de prévention des risques technologiques de Fézin, où il y a eu une augmentation du périmètre, il a fallu détruire des bâtiments. Qu'est-ce qu'on en fait de ces endroits? Et comment on les flèche pour faire des productions de matériaux terreux à partir d'économie circulaire? On capte des éléments considérés comme des déchets, on les fait mûrir à cet endroit-là, et puis on les réinjecte ensuite dans le circuit de la métropole. On fait de la biomasse dessus, ça peut être une économie. Et comment on invente des nouveaux systèmes où on mélange un paysage non définitif, un peu agile, et qui vient peut-être, à l'échelle des petites villes, comme Fézin ici, commencer à installer des ceintures forestières, un peu différemment, avec un modèle économique basé sur un système privé-public. Voilà, ça c'est le vœu pieux, c'est un petit peu en place, ça continue, mais c'est en tout cas les recherches qu'on cherche à faire, et c'est sans doute des éléments qui peuvent nourrir la grande réflexion au niveau du SCOT, pour ensuite se dire que la vallée de la chimie, il va falloir la faire évoluer, c'est plus son nom, elle s'appelle Lyon-Vallée, et peut-être sa valeur, c'est d'être polluée, je mets des grands guillemets, mais ça la protège en fait. Ça la protège, et par contre, il y a du temps avant qu'on arrive à la reconquête. On ne pourra jamais la dépolluer, la vallée de la chimie. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on se met déjà aujourd'hui au travail pour essayer de préparer quelque chose d'intéressant à cet endroit-là pour que Lyon s'ouvre, le centre de Lyon, et pas que, s'ouvre sur cette vallée au sud. Et puis, on a continué nos expériences, et puis à une échelle plus... c'est un peu un système fractal. On a aussi travaillé sur le quartier des Confluences. Marie-Paul en parlera tout à l'heure, avec la SPL Confluence, sur le projet du champ, donc au bout, ici, je ne sais pas s'il y a un petit pointeur, non. Au bout, là, le petit champ vert, à cet endroit-là, où, là aussi, on a été dans une reconquête, on va dire, de fertilité, dans un endroit complètement aride, où on n'attend pas, où c'est l'endroit le plus sec de Lyon, quasiment, alors qu'on a le Rhône et la Saône à côté, mais ça a été tellement remblayé, où là, on s'est posé la question, justement, de comment on fait un urbanisme un peu différent. C'est un dessin qui avait été fait par Herzog et Demeron et Michel Dévy. On a repris ce travail-là pour essayer de trouver peut-être une expérimentation, en tout cas une zone d'expérience, un démonstrateur, de faire la ville autrement, qui pourrait être des modèles qu'on pourrait retrouver dans le futur, avec des systèmes de co-construction, boisés, bâtiments. On installe le paysage avant les bâtiments et on réfléchit à cette structure qui ressemble, on ne sait pas trop la nommer, qui est un quartier boisé, vraiment à l'entrée de Lyon. Donc le message est très fort, avec toutes les ambiances qu'on peut y retrouver, avec bien sûr des équipements intéressants, des manières de faire l'espace public différemment, c'est où les choses un peu s'harmonisent et disparaissent,
des rapports au bâtiment, mais surtout de produire cet endroit, ce bois, avec des processus qui seraient différents des processus classiques, c'est-à-dire de créer une méga fosse de plantation, en priorité, issue à 100% d'économie circulaire, c'est-à-dire tous les matériaux qui sont issus de là proviennent de déchets qu'on a captés et qu'on fait mûrir sur place, ce qui évite bien sûr plein de choses, les camions et puis autre chose, et qui est une super démarche des démonstrateurs. Et donc on a fait ce travail-là, en accord avec, bien sûr, en collaboration plutôt avec l'SPL et puis d'autres partenaires, et EOD aussi. Et on a fait un travail de maturation de ces sols sur place, donc des sortes de fabricataires, d'abord en andin, puis d'après en table, qui permettent d'installer ce processus de projet au fur et à mesure de l'avancement de la libération des lieux. Et tout ça participe finalement à des expériences qu'on peut ensuite remonter à des niveaux plus macro pour faire des macro-systèmes, comme sur la vallée de la chimie et autres. On a fait tout le travail avec des scientifiques pour voir quels étaient les meilleurs mélanges de graines qui permettaient de mieux maturer les sols qui sont du limon, donc pas complètement, on va dire, facile à travailler en fertilité. Et puis tout un travail dessus. Donc on est parti de ça, on arrive à ça. Ça, c'est un milieu qui est intéressant pour nous, mais aussi pour, bien sûr, toute la gamme des insectes et tous les autres animaux, assez rapidement. Et puis, ça va évoluer. Et c'est eux qui travaillent en ce moment pour améliorer ce sol dans cette, on va dire, station mue, qui est une autre sorte de base avancée fertile au milieu d'un endroit non fertile. Donc, c'était un peu l'inspiration. C'était la station sur Mars, hein, un peu isolée, avec cet endroit un peu fertile. Et puis, on a fait un travail aussi de pépinières qui sont des actions de reconquête. Au fur et à mesure, on crée un sol nouveau à partir de déchets et on plante dessus et on fait mûrir les arbres. Dès qu'on peut, on s'installe. C'est des choses qui sont intéressantes. Je n'avais pas mis mon compteur, je ne sais pas combien il me reste de temps. 3-4 minutes, ouais, allez. Alors, on va repartir sur une grosse échelle. Voilà, je vous donne plein de projets. Troisième correction du Rhône, mais c'est un projet qui n'est pas très connu en Suisse, mais qui parle aussi de ces grandes infrastructures macro sur lesquelles il faut répondre. Là, on est en amont du lac Léman, 160 km du débouché du lac, enfin de amont, de delta du Rhône, jusqu'au glacier du Rhône, quasiment. Donc le Valais suisse, si vous n'êtes pas déjà allé, allez-y, c'est incroyable. Hein. C'est quand même Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux dans cet endroit-là, entre Interlaken et là. Donc ça a beaucoup d'imaginaire, beaucoup de narratif, beaucoup de sublime. Là, on peut le dire, enfin, un vrai lieu de sublime, avec un Rhône qui est à la fois un peu libre encore, mais pas vraiment. Et puis un Rhône qui est entièrement cadenassé, dans lequel il y a tellement de vitesse d'eau qu'il n'y a même pas de poissons dedans, parce que ça a été canalisé pour l'agriculture, pour produire, et notamment faire des industries et des choses comme ça. Le Rhône avant, c'était ça. Aller au Rhône ensuite, c'est-à-dire aller se suicider, enfin en tout cas dans le Valais suisse. Donc il y avait un rapport au Rhône très particulier, et puis avant, ils déambulaient, ils l'ont cadré sous forme de ce qu'on appelle de correction. 3 corrections, hein, un peu... correction, quoi. Donc nous, on est sur la 3e correction, mais qui se veut un peu plus douce. C'est l'endroit qui se réchauffe le plus en Suisse. Plus 7 degrés, avec les grandes stations, hein, Zermatt et tout. Donc grosse question, qu'est-ce qu'on va faire quoi, à cet endroit-là? Et est-ce que la vallée et le projet de vallée ne peut pas venir compenser la question des stations de sport d'hiver et d'autres choses? Donc c'est un grand projet territorial sur lequel ils ont décidé dans les années 2000, après 2 énormes inondations qui ont coûté pas mal d'argent, parce qu'il y a des industries pharmaceutiques là-bas, qui est un des moteurs, d'ouvrir x2, d'une manière aussi un peu caricaturale, le Rhône. Soit de le creuser, soit de l'ouvrir. 900 hectares qui sont redonnés au débordement, avec tenue quand même entre des digues. Et nous, on a le plan guide de tout ça, c'est-à-dire le narratif pour ramener tout le monde dans la boucle, faire bien sûr les aménagements des bords sur 20 ans, même si ça s'est un peu ralenti en ce moment, et ramener toutes les communes et tout le monde autour d'un grand système commun, une grande ligne de vie, et qui pourrait être un grand sujet climatique. Enfin, l'occasion de se poser la question, est-ce qu'une infrastructure de 160 km peut venir pallier, en tout cas, le réchauffement qu'on a dans cette vallée? La réponse est sans doute oui, elle peut aider, et donc c'est sans doute l'occasion de le faire à cette échelle-là. Donc on réfléchit sur l'ensemble, y compris sur les plans directeurs intercommunaux, comment on intervient. Et puis on n'oublie pas comment on ramène tout le monde dans la barque. Ça, vous reconnaissez ce style d'affiche, ça c'est
piqué sur les parcs américains. Hein. Après la guerre de sécession, les grands parcs américains sont une manière de se rassembler avec toute une pub qui sont ces grandes affiches pour faire nation commune. C'est ça, hein, le wilderness, le rapport à la nature. Donc on est dans ces questions-là. Et puis on a fait un concours où on a travaillé sur pas mal d'éléments et donc essayer de trouver comment on fait des grands systèmes plantés avec des millions d'arbres qui auraient des réels effets climatiques, on est avec des scientifiques dessus, et qui peut se décliner jusqu'à l'échelle de la parcelle quasiment, à l'échelle des villes, à l'échelle des allées depuis les villages pour aller jusqu'au Rhône et ainsi de suite. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu à l'arrêt, parce qu'il y a des questions politiques bien sûr là-dessus, mais je trouvais que c'était bien de vous le présenter, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir en tout cas. Et ça pose beaucoup de questions intéressantes. Et vous voyez, là vous avez le Rhône un peu avant, on prend les forêts et on met la digue plus loin, et puis on en fait des forêts alluviales qui se transforment avec plein de questions qui arrivent là-dedans. Il me reste 1 minute ? 1 minute. Je voulais vous mettre ça, j'avais plein d'autres trucs à dire, mais qui vient en complément aussi. C'est un peu voilà, des témoignages de comment on fonctionne aussi avec ces questions de milieu de vie, qui est hors pour moi de l'aménagement. Donc on travaille sur un projet de recherche, le Mobus, à Lausanne, avec l'Université de Lausanne, avec Muriel Delabarre, professeur là-bas, et sur les connectivités écologiques de Lausanne. Alors Lausanne, c'est une ville assez incroyable, par sa situation, mais c'est aussi beaucoup de plots avec beaucoup finalement de porosité végétale, beaucoup de jardins. Et ils ont décidé de rassembler les lieux de construction dans des nœuds. Il y a 5 grands endroits et une des commandes, ça a été, là je le fais simple, de se dire est-ce que la question des déplacements animaliers et végétaux pourrait être moteur de projet dans ces grands sites et comment on peut le modéliser. Donc on est avec des chercheurs en modélisation pour essayer de modéliser la vie, le déplacement de 5000 végétaux et animaux de la guilde et de voir comment on peut essayer de mieux comprendre comment ça se passe à l'intérieur de Lausanne. Donc l'enjeu est super fort dans tous ces milieux ouverts, je parle très vite. Donc en travaillant sur les noyaux des lieux et en travaillant sur la connectivité, c'est-à-dire c'est facile de tracer un loup, enfin c'est pas évident, mais on peut mettre des GPS, c'est plus dur de tracer des petits animaux et des petits insectes. Et donc, ils ont travaillé, donc là, en prenant des logiciels de connectivité électrique. Alors peut-être vous connaissez tout ça, mais moi je ne connaissais pas. Et pour essayer de modéliser le plus court chemin des animaux et des végétaux entre 2 points relais pour savoir quel est l'endroit où ils vont passer et peut-être sortir un petit peu de la notion de corridor pour se dire ils passent un peu partout dès lors que devant eux, il y a le lieu qui leur convient. Et donc autour des trames humides, des trames sèches et des trames forestières, ils mettent tout ça dans un logiciel. Ça, c'est les lieux justement qui sont à étudier spécialement, où il va y avoir beaucoup de construction. Est-ce que ça vient barrer des choses ou pas? C'était un peu l'enjeu. Et nous, on travaille sur le narratif de ça, sur le diagnostic complet paysager de Lausanne, pour regarder où sont tous les sous-parties, sous-bassins, quelles sont les figures paysagères qu'on trouve, et est-ce que ça influence. Et ensuite, tout ça est mis dans des logiciels et ils lancent des modélisations de connectivité qui créent des cartes d'IRM de cerveau un peu pour trouver en statistique quels sont les plus courts chemins. Et quand on accumule ces éléments-là, on voit des systèmes qui commencent à se développer, qui accumulent, et on voit que, par exemple, peut-être, ici, il ne faut peut-être pas construire parce que on est sur des déplacements possibles entre 2 grands systèmes pour 3000 espèces végétales et animales. C'est complexe, nous on ne comprend pas tout avec tous les chercheurs, mais en tout cas c'est ça qu'on cherche. Et pour faire ça, pour se dire on va sortir du corridor écologique et on va faire un milieu équilibré entre tous, il faut faire des grandes infrastructures, et c'était de paysage, et c'était un peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Wow, merci. Quelle